présenter, si vous souhaitez. On va tester le micro en même temps. Oui. Donc, bonjour à toutes et à tous. Je suis Amélie Gontier. Je suis chargée de mission prévention, promotion de la santé sur la délégation départementale de l'ARS en Charente, le 16. Bonjour, Anne Tranchot. Il fonctionne? Ah, ok, j'entends pas. Donc, pareil, chargée de mission en prévention, promotion de la santé pour le département de la Haute-Vienne, donc Limoges. Je tends mon micro. Bonjour à tous. Merci déjà, Shona et Margot, pour l'organisation de cette journée et pour l'invitation. Je suis Pascaline Warny, je suis responsable du service prévention, promotion de la santé à la délégation départementale des Deux-Sèvres. Et donc, je suis Cécilia Morio et je suis chargée de projet à promotion santé. Et du coup, je coordonne aussi la thématique des compétences psychosociales pour l'association en région Nouvelle-Aquitaine. Merci beaucoup. Donc, ce que je vous propose, c'est de commencer par les différents axes qu'on va balayer tout autour de cette table ronde. L'idée, voilà, c'est aussi de montrer, comme je l'ai dit, les spécificités, que c'est pas la même chose peut-être sur les différents territoires, qu'il y a des partenaires, des ressources, enfin, plein de choses qui peuvent différer. Et c'est aussi d'apporter des clés de compréhension sur cette mise en place des comités. Alors, pour commencer, la première question, ça va être comment ça se met en place, quel a été peut-être l'historique et la composition de ces comités territoriaux sur les différents départements, et puis d'observer ensemble voilà, les points communs à partir de cette feuille de route qui est voilà, commune à tous les départements, mais qui peut différer dans la mise en place. On va peut-être commencer du coup avec vous, Amélie, en Charente, expliquer voilà, comment ça s'est mis en place pour vous et un peu faire l'historique de ces comités. Alors là, donc, l'idée de cette table ronde, c'est vraiment de vous faire rentrer dans les coulisses de l'orchestration sur un département quand on est destinataire d'une instruction, qui plus est là d'une instruction interministérielle, ce qui signifie travailler à plusieurs administrations, plusieurs institutions, afin de pouvoir mutualiser les moyens, mais aussi répondre aux besoins selon les publics spécifiques de chaque administration. Donc, en fait, en Charente, à la lecture de l'instruction, il a été fait le choix de se reposer dans un premier temps sur le CDSF, donc c'est-à-dire le Comité départemental des services aux familles. Je ne sais pas si c'est une instance qui vous parle, mais c'est une instance qui est partenariale, qui est locale donc sur chaque département, et c'est une instance en charge des politiques publiques en matière de services aux familles. Donc, on va retrouver public petite enfance, enfance et parentalité. C'est une instance qui est présidée par le préfet et dont la caisse d'allocation familiale assure le secrétariat. Donc, c'est une instance qui compte une quarantaine de membres, le conseil départemental, les différentes directions départementales, l'éducation nationale et puis les employeurs des services aux familles, pour n'en citer que quelques-uns. Et également les présidents des communautés de communes. Et depuis 2021, l'ARS a été intégrée à ce comité départemental. Donc là, l'idée de pouvoir s'appuyer sur cette instance, c'était de retrouver les mêmes partenaires qui travaillent auprès du même public cible de cette instruction. Donc l'ARS est nommée en 2021, donc forcément on en profite pour intégrer et du coup piloter un groupe de travail, puisque ce CDSF va mettre en place un schéma sur 5 ans. Et donc, l'objectif de pouvoir piloter un groupe de travail, c'était pouvoir réunir les partenaires sur cette thématique que sont les compétences psychosociales, qui, pour le coup, est un concept qui date déjà d'une vingtaine d'années, mais auprès des partenaires institutionnels, pour eux, c'était vraiment une découverte, en tout cas une nouvelle thématique. Donc, ça nous a aussi permis de dresser un premier état des lieux. Donc, avant d'aller interroger les acteurs de terrain, on s'est concentré sur les actions, les projets, les dispositifs soutenant à la parentalité, par exemple. En tout cas, questionner les administrations sur, justement, eux, sur les CPS, qu'est-ce qu'ils pouvaient identifier sur l'existant, et puis regarder aussi sur les dynamiques. J'ai bien insisté tout à l'heure quand j'ai parlé des communautés de communes. On sait que les CPS, dans leur politique éducative, prennent une place, mais ils ne l'avaient pas forcément identifié comme tel. Donc, un état des lieux,
une première cartographie, et là je remercie vraiment Promotion Santé qui nous a appuyés sur la réalisation de cette cartographie pour pouvoir préparer des résultats. Et ces résultats, c'est vraiment la première phase, c'est la première, en tout cas c'était à l'ordre du jour du premier coter. Donc en Charente, on a pu le mettre en place dès 2024, justement grâce à cette dynamique lancée avec le CDSF. Et donc, ce premier coter, on retrouvait les membres du CDSF, plus quelques partenaires de l'Agence régionale de santé. Donc, toujours avec l'idée de partager les résultats de l'état des lieux, mais aussi partager des éléments de langage commun. Parce que les compétences psychosociales, le psychosocial, vous allez l'entendre dans d'autres milieux, la réhabilitation psychosociale, par exemple. Vous allez aussi entendre parler d'autodétermination, vous allez entendre parler d'empowerment. Et en fait, l'idée, c'était vraiment de pouvoir définir, ça a été dit en introduction, la définition de l'OMS, que sont les CPS, pour qu'on travaille tous sur ce même concept. Donc, vous voyez, il y avait vraiment besoin de diffuser et de pouvoir sensibiliser sur la définition de ce concept. Donc, la présence des élus à la jeunesse des communautés de communes était importante, je le redis, dans le cadre de la place qu'elles peuvent occuper dans leur politique éducative. Et du coup, en Charente, certes, un coter à l'échelle départementale, il nous semblait intéressant d'aller davantage en infra. Et du coup, on a commencé à mettre en place des instances d'animation territoriale, donc à l'échelle des communautés de communes. Pas que, parce qu'on a aussi des instances qui ont pu se mettre à l'échelle d'une municipalité, pardon. Toujours, on parle des spécificités du territoire et on voit bien qu'on ne va pas travailler sur une commune qui compte 3 quartiers prioritaires de la ville de la même façon qu'une communauté de communes. On est plutôt dans une zone de revitalisation rurale. Donc ça, pour nous, c'était important de pouvoir aller vraiment au plus près du territoire et créer une dynamique sur des partenaires qui agissent ensemble localement. Et ça a été facile à mettre en place auprès des communautés? Et du coup, ce qui a été facilitant, il y avait tout un travail déjà mené aussi par Promotion Santé avec des programmes qui étaient déjà installés. On a parlé d'Unplug, mais il y a aussi le programme de soutien famille-parentalité. Donc en fait, comme on avait déjà une antériorité de déploiement de programmes probants, c'est vrai que les personnes se sont retrouvées autour d'un même objectif, donc avec déjà une sensibilisation. Donc sur certains territoires, ça a été plus facile. Là, ça fait 2024, ça fait 1 an qu'on a commencé à travailler, mais du coup, j'y reviendrai un petit peu plus tard. Mais voilà, pour les communes qui étaient déjà un peu sensibilisées, qui avaient déjà mis en œuvre des programmes, oui, là, on a pu installer des instances. Voilà, donc quand même dire que quand il y a une instruction qui arrive, c'est pas toujours facile de créer une nouvelle instance. Donc s'appuyer sur une instance déjà existante, c'était aussi facilitant. Et puis sur la coordination de ces instances d'animation territoriale, c'est pareil, l'idée c'était pas de rajouter une couche. Donc on a pu s'appuyer déjà sur des dispositifs de coordination existants, les contrats locaux de santé, je ne sais pas si ça vous connaissez, mais nous ont aidés. Et après, je le dis, c'est une instruction interministérielle, donc avec des dispositifs de coordination qui relèvent d'autres administrations. Et là, on a les projets éducatifs de territoire, les territoires éducatifs ruraux. Donc voilà, sur chaque collectivité, les élus, les partenaires ont fait le choix de l'instance de coordination qui leur semblait la plus pertinente. Voilà, donc avant de passer la parole aux collègues, j'ai envie de dire donc une nouvelle stratégie qui arrive en 2022, mais aussi, et ça a été dit en introduction, un nouveau paradigme en prévention en santé, parce qu'en renforçant le déterminant santé que représentent les CPS, dans tous les milieux de vie, on va travailler davantage sur un facteur protecteur, alors qu'en prévention, on allait davantage travailler sur les facteurs de risque. Et pour le coup, cette nouvelle approche, on l'a vu dans le cadre de ces instances d'animation territoriale, fédérer davantage les acteurs, parce que dans les situations de gestion du stress, de situations de harcèlement scolaire, voilà, ils y ont trouvé vraiment une pertinence, donc affaire à suivre. Merci beaucoup, Amélie. Je vous propose du coup de faire un tour du côté de la Haute-Vienne et de voir un peu comment ça s'est mis en place chez vous.
Tout à fait. Mais tu me fais une très bonne transition parce qu'en fait, pour ce qui concerne notre département, vraiment, l'arrivée de l'instruction d'août 2022, elle a été extrêmement aidante pour nous. Puisque jusqu'à présent, sur le travail des compétences psychosociales, on avait beaucoup d'initiatives un petit peu locales, quelques programmes qui commençaient à se déployer, mais on n'avait jamais pu encore travailler à une structuration de l'offre sur le territoire. Donc là, on avait l'opportunité de mettre autour de la table vraiment tous les services de l'État et collectivités territoriales qui s'occupent du domaine de l'enfance et des adolescents. Donc, on a réuni autour de la table tous ceux qui s'occupent des jeunes de 0 à 25 ans en gros. Donc, ça commence à la maternelle. Donc, on travaille énormément main dans la main avec l'éducation nationale, bien sûr, le service départemental, des SDEL. Mais après, ça va, donc scolaire, périscolaire, lycée agricole. On va retrouver comme ça jusqu'à l'insertion professionnelle, en fait. Donc, pour ce qui concerne notre département, quand on a eu cette opportunité, on a fait un choix différent. On s'est dit, commençons de manière restreinte et essayons de faire connaissance justement avec les représentants concernés par cette thématique sur le territoire pour apprendre à se connaître et s'identifier, voir qui faisait quoi. Donc, on a mis autour de la table, évidemment, on a copiloté avec l'inspecteur d'académie. Le conseil départemental va nous rejoindre. Dans un premier temps, ils n'étaient pas encore prêts parce qu'ils sont quand même submergés. C'est vraiment compliqué dans leur service depuis plusieurs années. Mais on a réussi à mettre autour de la table tout ce qui était jeunesse et sport. Donc, ceux qui s'occupent du périscolaire, tu l'as abordé avec le fameux PEDT, le projet éducatif de territoire. Ils ont un groupement d'appui départemental, le GAD PEDT. Là, on pourrait commencer avec notre jargon administratif. Mais c'est important parce que pour vous, opérateurs, certains d'entre vous qui potentiellement pouvaient avoir envie de porter des projets CPS, c'est intéressant de savoir avec qui vous pouvez travailler en fait. Donc dans ce périscolaire, dans cette jeunesse et sport, on a le périscolaire, mais on a aussi le côté sportif. Donc là, on les a mis aussi dans la boucle. On va voir avec eux comment on peut travailler, notamment avec le référent de la lutte contre le harcèlement. Lui, ça va l'intéresser de faire des actions de renforcement des compétences psychosociales. On a mis dans la boucle évidemment la protection, la PJJ, c'est quoi déjà? Judiciaire de la jeunesse. Protection judiciaire de la jeunesse, voilà, merci. La PJJ, parce qu'ils ont un public spécifique, il faut des actions spécifiques. Avec eux, c'est pas facile. On a la DETS-PP. Alors là, ne me demandez pas de dire l'acronyme. Je ne le connais jamais. Toi, tu le sais, vas-y, dis-nous. On a une interrogation. Direction départementale de l'emploi, du travail, de la solidarité et de la protection des populations. Tu as passé ton concours il y a longtemps, toi. Donc, la gagnante du jour. Mais donc, ça, c'est un service de l'État avec lequel on ne travaille pas forcément beaucoup, parce que nous, à l'ARS, on est la santé, donc on est transversal, donc on connaît pas mal de nos partenaires, mais on n'avait jamais trop bossé avec eux sur ce champ des jeunes. Mais c'est eux qui vont financer l'école de la deuxième chance, les missions locales, toute la partie insertion. En fait. Donc, c'est un interlocuteur vraiment important. Après, on a réussi à mettre dans la boucle, évidemment, les lycées agricoles. Alors, la DRAF, ils n'ont pas d'échelon départemental, mais ils sont très intéressés par le sujet des compétences psychosociales aussi. Donc, là, notamment, on a dans la salle une représentante du territoire qui va pouvoir mettre en place le programme Expérience animée que vous portez à la Coréade dans un lycée agricole à Magnac-Laval. Donc là, c'est un beau projet qui part, toutes classes confondues. Donc, merci pour cette initiative. On a également mis dans la boucle les universités. Alors là, on ne sait pas encore trop comment on va bosser avec eux, les universités, mais on voudrait idéalement commencer à toucher les représentants pédagogiques, ceux qui nourrissent la formation initiale. On le sait, c'est hyper important. Donc là, on a commencé à voir avec les sciences de l'éducation, par exemple. Peut-être certains d'entre vous sont passés par les sciences de l'éduc. Donc, voir ce qu'on va faire avec eux. Et puis après, la DRAC va nous rejoindre également, puisque du côté des affaires culturelles, ils sont engagés pour faire des actions auprès des jeunes. Donc, on va voir aussi comment on va travailler avec eux. Mais par exemple, la PJJ est en train de construire un projet compétences psychosociales avec la DRAC sur notre département. Donc, en fait, et puis bon, on a mis une ligne aussi pour les représentants des contrats locaux de santé, la cité éducative, tu l'évoquais toi tout à l'heure, le TER, Amélie, donc le territoire éducatif rural. Là, pareil, blague mise à part, c'est un jargon, mais ce que ça nous indique, c'est que c'est des nouveaux périmètres
dans lesquels c'est intéressant de travailler en fait. Ça se fait en infra-territoire, un territoire éducatif rural, il est autour d'un bassin de vie, il réunit l'ensemble des écoles élémentaires autour du collège de référence. Et ça, c'est très nouveau, on ne pouvait pas bosser comme ça il y a quelques années. C'est-à-dire que là, quand on arrive dans un territoire éducatif rural avec l'IEN de circonscription, c'est bien plus facile de former l'ensemble des enseignants concernés de ce bassin de vie sur les compétences psychosociales que de faire du porte-à-porte, école par école, avec un bâton de pèlerin, en demandant si ça intéresse les gens. Donc tout ça, c'est vraiment des nouveaux outils de structuration de l'offre qui arrivent là, qu'on a à notre portée et dont il peut être vraiment intéressant de se saisir. Et donc le message est pareil pour vous, opérateurs porteurs de projet. Donc voilà, j'ai fini. Wow. Moi, j'avais quand même, du coup, ce que je comprends de ce que vous dites, c'est que, en gros, les compétences psychosociales, ça intéresse tout le monde. C'est de trouver la porte d'entrée qui peut intéresser tel ou tel signataire ou partenaire. Exactement. Ce que Herminie le rappelait tout à l'heure, on est dans une logique de mobilisation des personnes et de mutualisation des ressources. C'est-à-dire que là, on sait, les enveloppes budgétaires, elles ne sont pas pléthoriques. Donc, l'idée, c'est vraiment de travailler ensemble, mais en plus-value. On sait qu'on peut toujours reprocher, souvent on dit, voilà, il y a un millefeuille, il y a énormément de choses qui existent, on ne sait pas ce qui existe. Et donc là, sur cette thématique, où on a une commande gouvernementale, en fait, qui nous demande de nous organiser, commençons dès le début par vraiment faire les choses correctement pour voir comment on va les faire ensemble. Parce que vous le verrez, on va en parler à plusieurs reprises, mais quand on décide de travailler sur les compétences psychosociales, c'est une action spécifique, en fait. C'est une action qui va au-delà de l'éducation à la santé dont on a l'habitude en prévention, promotion de la santé, où il s'agit de délivrer un message. Donc ça, vous savez faire sur les addictions, vous êtes tous spécialistes des addictions, vous connaissez les clés de motivation, mais si vous êtes intéressé pour travailler sur les compétences psychosociales, on est, comme tu disais, comme Mathilde Biget nous l'expliquait aussi dès le début, sur le renforcement des facteurs protecteurs. Donc l'activité, elle va passer par une mise en expérience. Donc ça change un petit peu le contenu quand même de ce qu'on crée en fait. Et c'est plus exigeant. Et Cécile aura peut-être l'occasion de nous en parler aussi. C'est-à-dire que vraiment, on est sur une activité spécifique, avec une posture spécifique, dans un environnement favorable à construire. Voilà. Teasing pour le reste. Incroyable. Merci beaucoup. Voilà, on va passer peut-être dans les Deux-Sèvres pour terminer un peu ce tour des départements et peut-être nous en dire plus, Pascaline, chez vous, et peut-être avec un fonctionnement peut-être plus atypique ou pas. Plus atypique, oui, et en même temps, on va y retrouver un petit peu aussi de l'inspiration de la Charente. Donc, en effet, l'instruction paraît en 2022. Et alors, la DDARS, moi, de mon côté, pas été interpellée par le CDSF en 2021, mais justement en 2022. Donc, tout ça coïncidait bien. Donc, je rappelle, CDSF, le comité départemental des services aux familles, donc animé par la CAF. Et donc, en fait, dans ce CDSF, la CAF déplorait un peu que l'axe santé soit pas vraiment animé et représenté. Donc, la CAF nous sollicite des DARS en disant est-ce que vous pourriez faire un petit comité, un groupe de travail, un comité technique sur cette thématique-là. Donc, oui, évidemment, on fait plein de choses en lien avec leur sujet. Et puis, justement, l'instruction CPS arrive et c'est aussi un petit peu l'opportunité pour nous de proposer ce volet. Et comme le disaient mes collègues, l'idée, c'est pas faire un millefeuille, de pas en rajouter, etc. Donc voilà, on propose également que le COTER CPS intègre en fait un comité santé de l'enfant et du jeune. Donc, c'est en effet une instance un peu atypique, c'est-à-dire qu'elle est en deux temps. Il y a un premier volet où on va bien aborder les CPS via une construction COTER CPS, et puis après, il peut y avoir un changement d'acteurs autour de la table qui se lèvent et d'autres qui rentrent pour aborder le volet plutôt 1000 jours et public vulnérable. Voilà, mais en tout cas, ça a été un petit peu la même idée de s'adosser au CDSF. Donc, en fait, toi, tu parlais de 40 institutions invitées, moi j'en ai plus de 80, donc ça peut faire énorme parce que il y avait évidemment tous les invités du CDSF que Camille Pontier a déjà cité.
Mais il fallait aussi qu'on y retrouve les acteurs un peu plus impliqués sur le côté, le volet CPS. Donc, vous avez une petite liste voilà, avec les invités élargis, que ce soit la Maison des adolescents, la Ligue de l'enseignement, qui vient se rajouter encore tout ce qui est mission locale, Maison de l'emploi, Maison de la formation, etc. Donc voilà, ça fait une grosse instance. Je vous rassure, tout le monde ne vient pas. Ça serait vraiment pas possible d'animer ça. Mais voilà, hein, on l'a dit en introduction, c'est une institution interministérielle. Forcément, il y a énormément de représentants de tous les milieux et domaines. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire de plus? Donc, nous, alors le temps aussi, on n'en a pas trop parlé, ça, mais quand même, il y a aussi un rythme national qui nous est donné. Et c'est vrai que donc, ces coters CPS, il est quand même écrit dans l'instruction qu'ils doivent être animés par l'ARS, par les conseils départementaux et par l'éducation nationale. Mais nous, tous, au niveau national, on n'a pas le même rythme. La DGS, la DGESCO, on a des feuilles de route qui se retrouvent pas forcément. Donc c'est pour ça que même si l'instruction est parue en 2022, on a mis un petit peu de temps à installer nos coters quand même. On y arrive. Je ne sais même pas si dans tous les départements, ou peut-être si ça y est, d'accord. Donc 2024, 2025, dans tous nos départements de Nouvelle-Aquitaine, on est installé. Mais c'est vrai que ça a mis un petit peu de temps. Donc, ce qu'il en est en Deux-Sèvres, donc le lancement était donc en octobre 2024. Et là, un peu de la même manière qu'en Charente, l'objectif était donc de réunir tout ce monde-là, de présenter l'instruction, évidemment, hein, qu'est-ce qui nous attend, qu'est-ce qu'on doit mettre en place, donc avec la première mission de mener un diagnostic. Donc là, on n'avait pas encore tous les outils, parce qu'on vous en parlera aussi après. Promotion de santé nous accompagne là-dessus avec des outils harmonisés de diagnostic. Là, on en était à l'étape d'état des lieux. En effet, qu'est-ce qu'on met de façon conjointe en place sur le département en termes de programme probant, d'accord? À l'ARS, c'est ce qu'on porte là depuis 3 ans, mais pas que. Qu'est-ce que peut faire aussi justement l'éducation nationale? Donc, parce qu'ils ont bien intégré aussi dans leur stratégie le développement des compétences psychosociales par des outils qui vous parleront certainement si vous êtes rattaché à l'éducation nationale, comme le kit empathie, avec le dispositif phare pour tout ce qui est lutte contre le harcèlement. Voilà, donc il y a déjà des choses qui étaient mises en place, donc c'était important de le repérer, d'en parler. Donc les programmes probants, voilà, qu'on peut porter nous, ARS, et puis après tous les autres acteurs qui, même si c'est peut-être pas probant ou prometteur, en tout cas c'est pas étiqueté comme ça, c'était important de faire ressortir aussi toutes les actions de développement des CPS qui étaient mises en place par l'ensemble des acteurs. On a cité la PJJ, c'est important aussi parce qu'ils ont envie d'y aller sur le sujet, ils ont besoin de notre soutien ARS, et c'est vrai que pour l'instant, il n'y a pas de programme probant pour ce public spécifique. Donc, il y a aussi des réflexions comme ça qui se sont engagées. Qu'est-ce qu'on peut faire tout le temps en respectant le référentiel CPS de Santé publique France, voilà, qui nous donne des orientations bien claires et précises pour que les actions mises en place soient efficaces. Donc voilà, il y a tout ça qui a été échangé et débattu pendant cette première séance. Et on a fait aussi intervenir Promotion Santé pour qu'ils fassent une sensibilisation vraiment claire et précise sur la définition des CPS, de la même manière, hein, pour qu'on parle un langage commun et qu'on soit sûr qu'on parle bien tous de la même chose. Voilà, écoutez, ensuite on a eu notre deuxième coter du coup, qui était là en octobre 2025. Donc on a commencé un petit peu à avancer sur des données de diagnostic. Mais je pense qu'on en reparlera un petit peu tout à l'heure. Et on s'est donné quelques orientations pour un plan d'action, parce que c'est donc la deuxième mission du coter. Après le diagnostic, il faut qu'on mette en place un plan d'action. Donc, on a déjà des pistes, il faut quand même finaliser le diagnostic. Et puis, cette instruction interministérielle, elle nous projette sur 15 ans jusqu'à 2037. Mais alors, il y a déjà 3 ans qui sont passés. Donc, au début, on s'est dit, on est large, on a 15 ans. En fait, le temps avance vite. Donc voilà, finalement, le plan d'action, là, sera sur les 12 ans à venir. Et puis, je ne sais pas si on l'a dit aussi en introduction, mais je rappelle juste que le public qui est visé, c'est les 3-18 ans. Et en fait,
Après, c'est des choix territoriaux, départementaux, mais pour ce qui est des Deux-Sèvres, alors comme on a le copilote de ce COTER qui est le conseil départemental et on s'appuie sur la PMI, on intègre aussi les 0-3 ans voilà, avec un volet parentalité pour les futurs et jeunes parents qui, on pense en tout cas à toute sa place, et même en étendant jusqu'à 25 ans. On prend des libertés incroyables. Merci. Merci beaucoup Pascaline pour ce paysage voilà, dans les Deux-Sèvres. Peut-être un mot de promotion santé avec vous Cécile sur l'accompagnement, le diagnostic préventif. Oui, donc comme on peut le voir, du coup, hein, selon les départements, il y a différentes opportunités, ce qui fait que les stratégies de chaque COTER doivent s'adapter en saisissant ces différentes opportunités. Et donc, oui, vous m'entendez bien. Et donc, nous, forcément, à promotion santé, on doit s'adapter. On va avoir du coup on avance aussi pas à pas aux côtés des COTER et nos missions vont s'adapter en fonction des besoins, des orientations prises par les COTER. Donc, globalement, de façon générale, dans chaque département, notre rôle, ça va être de soutenir le COTER, les copilotes du COTER à la mise en place des COTER, donc de mobiliser les partenaires, de préparer les réunions et d'animer les réunions. On apporte aussi notre expertise sur les compétences psychosociales dans ces réunions ou sur des temps de sensibilisation. Et puis, effectivement, on a un rôle particulier sur la réalisation du diagnostic. Donc, alors, moi, j'ai la chance de travailler avec Amélie au quotidien presque. En ce moment, on est proche de ça. Hein. Du coup, on a effectivement démarré, on a commencé dans le département 16 à la mise en place de ces diagnostics en 2023-2024, donc en partenariat avec la CAF et les collectivités. L'idée, c'était aussi de faire le tour des collectivités pour faire un état de lieu de ce qui se faisait déjà dans les différents territoires. Et puis, on a travaillé aussi sur la réalisation d'un questionnaire de diagnostic qui a été diffusé auprès de tous les acteurs qui interviennent auprès des enfants et des jeunes du territoire. Et ce questionnaire, on l'a construit en collaboration avec les CLS et la cité éducative, de façon à être aussi au plus proche des besoins. Voilà, on avait besoin de leur soutien pour construire. Et voilà, donc ça, c'était la première phase. Ensuite, après, assez rapidement, du coup, il y a d'autres départements qui ont commencé à se mettre en marche sur le déploiement des COTER, je pense aux 40, aux 19, donc on puisse s'appuyer sur notre expérience du diagnostic et qui ont pu reprendre les éléments et l'adapter aussi en fonction, eux aussi, de leurs propres besoins sur le territoire. Et puis, à partir de fin 2024, on voit, il y a du coup il commence à se déployer des COTER un peu dans tous les départements et du coup, il y a une volonté d'harmoniser les outils de diagnostic pour l'ensemble des départements. Donc, on a réfléchi à travailler tous ensemble à une méthodologie qu'on a pu partager, qui aujourd'hui est celle qu'on utilise en fait sur tous les départements qui sont en train de mettre en place les diagnostics, parce qu'il y en a qui sont encore en cours aujourd'hui. Et donc, du coup, ce diagnostic, il se fait en 2 phases. Le premier temps, en fait, il consiste à aller rencontrer les représentants des institutions signataires locales. En fait, l'objectif, c'est d'aller déjà les mobiliser. On voit que selon les institutions, l'engagement est différent sur les compétences psychosociales. Certains ne savent même pas ce que sont les compétences psychosociales. Donc, effectivement, vous évoquiez tout à l'heure cette fameuse porte, de trouver la bonne porte d'entrée pour aborder le sujet. C'est un petit peu l'objet de ces rencontres-là, c'est d'aller aussi comprendre ce qui se fait déjà ou pas en fait dans ces différentes structures. Et puis aussi, l'objet, c'était aussi de faciliter la diffusion du questionnaire, qui est la deuxième phase de travail, puisque du coup, un questionnaire pour qu'il puisse être facilement partagé et surtout qu'on ait un maximum de répondants, il fallait qu'il passe aussi par l'accord et le portage lui-même de chaque secteur en fait dans lesquels il devra être diffusé. Donc voilà, sur certains départements, il peut y avoir certains freins, donc ça c'est aussi à entendre.
voilà, la diffusion, c'est pas quelque chose de simple, ça demande beaucoup de temps en fait en amont pour pouvoir diffuser les questionnaires. Et du coup, voilà, ce fameux questionnaire, donc il est à destination de tous les acteurs qui interviennent auprès des enfants et des jeunes. Et son objectif, c'est d'évaluer déjà la connaissance des compétences psychosociales, d'évaluer les actions, enfin pas d'évaluer, mais de faire un état des lieux des actions, des différentes actions qui sont mises en place sur les territoires, et aussi de pouvoir avoir un premier aperçu des besoins des acteurs pour pouvoir déployer justement les compétences psychosociales. Voilà où on en est aujourd'hui. L'idée, c'est que ce diagnostic il serve de base à la construction des différentes feuilles de route des critères départementaux. Et voilà où on en est aujourd'hui. Je dirais la moitié des diagnostics sont déjà réalisés et la deuxième moitié est en cours normalement, qui devrait être réalisé avant, je pense, l'été 2026. Voilà. On espère. Merci beaucoup, Cécile, pour ces précisions côté diagnostic et état des lieux. Donc, il y a ce fameux questionnaire que peut-être certains opérateurs ont reçu ou ont rempli. C'est quelque chose qui est très important pour bâtir après, construire sur chaque territoire. Donc là, pour clôturer ce premier point, en bref, c'est un calendrier qui est différent selon les départements. On l'a vu, on n'en est pas au même point, on n'a pas commencé en même temps sur tous les territoires et pour diverses raisons. Et on repart sur cette porte d'entrée déclinaison qui peut être différente pour des objectifs par contre communs, selon les territoires, selon les acteurs, selon aussi les signataires. On va passer au deuxième point, plutôt sur les spécificités territoriales. Du coup, nous en dire un peu plus sur ce que vous avez repéré qui peut être un peu différent des autres départements en échangeant ensemble. Et on va commencer par la Haute-Vienne avec vos spécificités. Moi, j'ai noté peut-être un gros panel de formations qui étaient déjà déployés, de programmes, déjà déployés. Donc peut-être ça faisait partie de votre spécificité chez vous avant l'arrivée des quotas. Peut-être nous en dire plus. Oui, tout à fait. En fait, pour continuer dans cette même logique d'identifier qui va être concerné par cette thématique, avec le COTER, on l'a fait pour les institutionnels, tous ceux qui décident, tous ceux qui ne peuvent pas participer à la structuration d'une offre. Là, on a continué avec les ressources, en fait, qui fait déjà des compétences psychosociales. Donc, on a entendu le mot programme probant, donc on sait que Santé publique France valide des programmes, fait faire des recherches scientifiques pour démontrer en quoi le programme, avec son contenu, ce qu'il propose et sa dose, permet un changement de comportement chez l'individu. Donc, on a toute cette liste sur Repère Prem auprès de Santé publique France. Et donc là, c'est vrai qu'on a mis autour de la table, pareil, on a réuni pour notre département, notre territoire, tous les porteurs déjà d'un programme. Donc, on va retrouver, on va faire par tranche d'âge. On va commencer par la parentalité. On va retrouver donc le PSFP, le programme de soutien aux familles et à la parentalité, qui est porté par Promotion Santé. Donc là, on s'adresse aux parents, aux familles repérés par l'Éducation nationale ou les travailleurs sociaux, et ils partent en atelier de 14 séances avec leurs enfants pour essayer d'apprendre à mieux communiquer, casser des schémas délétères au fonctionnement de la famille. On va aussi travailler avec Panjo, là ils ont commencé, donc c'est aussi un programme de soutien à la parentalité qui est déployé par l'Institut de la parentalité, et ils travaillent avec les conseils départementaux, les PMI. Il s'agit de faire des visites dans des familles qui sont repérées comme étant un petit peu vulnérables ou ayant des besoins, pour mieux permettre l'accueil de l'enfant quand il arrive. On va travailler avec JSBE, Je suis bien à l'école. Donc ça, c'est vraiment un programme déployé dans l'éducation nationale, plutôt sur les maternelles. On va travailler avec le voyage des Tourmoinou. Donc là, on est sur les 6-11 ans en école primaire, temps scolaire ou périscolaire et centre de loisirs. On va travailler avec Prodas aussi. Prodas, c'est porté par le planning familial. Alors eux, ils peuvent vraiment adapter leur outil à différentes tranches d'âge. Donc c'est vraiment intéressant et différents publics. Prodas, c'est un outil intéressant. Unplug, évidemment, qui est un programme spécifique à la Coréade. Je ne sais pas s'il y a une présentation d'Unplug aujourd'hui. Non, pas forcément.
C'est expérience limitée. Ah, c'est expérience limitée, pardon. Ok. Donc, qui est vraiment à destination des collégiens. Et puis, on a un programme qui est en train de se mettre en route, là, qui va être porté par la Ligue contre le cancer, qui s'appelle Explo Santé. Mais ils sont en train de l'expérimenter en même temps qu'ils construisent, donc c'est pas encore complètement prêt. Donc voilà, donc toutes ces personnes, s'il y a une précision, le voyage des Trois Moineaux, c'est pas porté par un opérateur seul, c'est porté par un consortium d'opérateurs. Et là, c'est un programme qui est coordonné par Promotion Santé, qui est déployé dans les 12 départements de la Nouvelle-Aquitaine, sous la forme d'un consortium d'opérateurs. C'est-à-dire que les opérateurs intéressés pour déployer le programme doivent se signaler pour voir s'ils peuvent rentrer dans la boucle d'un déploiement, voir ce qui est possible de faire en lien avec Promotion Santé et leur délégation départementale ARS. Donc l'idée, c'est une fois qu'on a identifié toute cette ressource, c'était de voir quel lien on pouvait faire et comment on pouvait mieux travailler ensemble. Donc toutes ces personnes ont été réunies pour une formation, on va dire, voilà, une mise à jour des connaissances. On les a réunies en septembre cette année. Il y avait 28 personnes autour de la table et l'idée, c'était de retravailler sur les référentiels que Santé publique France a sortis, puisqu'ils sont là pour nous outiller, nous dire, toujours nous rappeler en fait de quoi on parle quand on parle compétences psychosociales et comment on peut s'y prendre pour les travailler efficacement. Parce que l'idée, c'est toujours l'impact en fait, c'est comment on est sûr qu'on travaille pour un impact. Donc voilà, et puis on va voir, on avance pas à pas. L'idée, c'est aussi, comme on dit, de co-construire. C'est-à-dire que là, on s'est rencontrés en septembre, on s'est interrogé, on s'est dit, est-ce que ça a du sens de continuer à se voir? Est-ce qu'on a une plus-value à se rencontrer? A priori, la majorité a dit oui. Alors peut-être que ceux qui ne voulaient pas ne se sont pas signalés, je ne sais pas. Mais on se revoit, donc c'est dans les perspectives, on vous en dira plus tout à l'heure, mais on se revoit prochainement. Et l'idée, c'est d'essayer de créer un pool de ressources départementales. Voilà. Mais par rapport à l'identification des ressources de septembre, on a déjà vu en fait que certains déployeurs pourraient travailler avec certaines institutions. Il y a déjà du lien qui a été fait avec Jeunesse et Sport, par exemple, avec la PJJ. Donc, en fait, je ne vous cache pas que quand on travaille sur ce sujet depuis des années, en ce moment, c'est vraiment enthousiasmant. C'est-à-dire que malgré les difficultés qu'on rencontre tous dans notre travail, là, c'est dur, il y a toujours des incertitudes, mais les compétences psychosociales, c'est vraiment un beau sujet, en fait. Quand on a la chance d'animer un groupe d'enfants, d'aller dans les écoles, de voir ce qui se passe et de voir l'oxygène que ça amène, là, on nous donne des outils, en fait, on nous donne un cadre. Donc c'est vrai que c'est un vrai plaisir pour nous d'essayer d'entrer dans cette dynamique et de la faire vivre. Quelle ambassadrice. C'est une belle clôture de cette partie. Si vous n'étiez pas convaincu, il faut y aller. C'est très positif et stimulant. Merci beaucoup, Anne-Laure. Peut-être passer du coup à la Charente. Avec, moi, j'avais repéré par rapport à nos échanges plutôt un ciblage de catégories de public. Je reviens sur la structuration du coup. Donc un pilotage ARS, Conseil départemental, éducation nationale, mais ça a été évoqué donc plusieurs feuilles de route ministérielles, donc celle de la direction de la jeunesse et de l'éducation populaire, et du coup là on va travailler avec nos collègues, je ne sais pas si le SDJES a été cité, enfin voilà, service départemental, jeunesse, engagement et sport. Tu veux tous les caser, c'est ça? Interrogation à la fin de la journée. Celle de la protection judiciaire de la jeunesse, la PJJ, donc qui a fait une feuille de route commune avec l'ASE, l'aide sociale à l'enfance, et celle de l'insertion à l'emploi, et là du coup en lien avec la DESPP. Donc tout à l'heure en introduction, moi je parlais d'une orchestration. Et c'est vrai que quand on compare à un orchestre, vous allez avoir plusieurs familles d'instruments, chacun va jouer sa partition et l'objectif à la fin, on y arrive, c'est d'avoir une mélodie harmonieuse. Et donc là, on a fait le choix en effet de pouvoir catégoriser 4 grandes familles, 4 grands types de publics. En tout cas, en Charente, on a fait ce choix-là. Donc, une première grande famille qui va concerner l'éducation nationale et donc SDJES, pour retoucher les enfants dans leur milieu scolaire, extrascolaire, périscolaire et milieu sportif. Donc, un public ASE-PJJ, un public jeune en insertion professionnelle, les jeunes en mission locale, école de la deuxième chance, c'est peut-être aussi
des jeunes que vous avez, vous, au quotidien, dans vos missions. Et puis, les jeunes en milieu agricole. C'est vrai qu'Anne-Laure parlait tout à l'heure de pouvoir déployer expérience animée dans un lycée. Là aussi, il y a des, voilà, il y a des potentialités à explorer. Et là, on fait aussi le lien avec la feuille de route de la prévention du mal-être des agriculteurs en travaillant les CPS auprès des jeunes dès leur formation. Donc, en Charente, toujours, par rapport à ces publics, on a mis en place des groupes de travail spécifiques. Pour le public éducation nationale SDGES, là, on est vraiment sur un gros comité technique. Mais après, on a mis en place des groupes de travail pour chaque public et on va travailler autour de 3 grands axes. Et là, forcément, c'est ces 3 grands axes qui alimentent la feuille de route qui a été évoquée. Donc, l'animation territoriale. Je ne reviendrai pas sur les instances d'animation qu'on a mis, nous, à l'échelle des bassins de vie, des communautés de communes. Mais c'est vrai que sur l'animation territoriale, il y a beaucoup à faire, toujours pour diffuser la culture commune autour des CPS. Le volet déploiement des programmes probants, donc ça a été évoqué, je ne reviendrai pas dessus, mais également le volet formation. Et ça, c'est vraiment un enjeu prioritaire qui va être de faciliter l'accès à la formation, parce qu'on ne pourra pas aller déployer des programmes probants dans tous les milieux, mais on sait aussi que travailler sur la formation, sur la posture, ça va permettre de créer des environnements favorables pour après accueillir peut-être des programmes, mais que les professionnels qui sont formés puissent eux-mêmes se sentir libres de travailler les CPS avec leur public. Et puis, alors un peu à l'image aussi Anne-Laure parlait d'un consortium d'opérateurs autour du voyage des Tois-Moineaux. Nous, on a mis en place un consortium des préventeurs. Alors l'idée, là aussi, c'est de pouvoir réunir les préventeurs qui déploient les programmes probants avec les pilotes de l'instruction, donc Éducation nationale et ARS. Et là aussi, ça va être de pouvoir flécher les territoires, les écoles, les publics qui vont être destinataires des programmes probants, parce que même si 60% du FLCA est dédié au déploiement des programmes probants, il nous faut quand même prioriser les établissements qui pourront en bénéficier. Et ça, c'est vrai que les collègues de l'éducation nationale sont facilitants, en tout cas, peuvent aussi nous orienter là-dessus. Voilà pour les spécificités de la Charente. Merci beaucoup pour ce partage. On va passer, pour terminer sur ce point, avec les Deux-Sèvres et Pascaline. Moi, ce que j'ai noté, c'est aussi le côté spécifique, plutôt en porte d'entrée, ou en tout cas appui avec le milieu sportif. Oui, tout à fait, c'est vrai. Je vais y venir. Dans les spécificités, finalement, ça va être un peu transversal à ce que racontent mes collègues, mais oui, avec ce côté milieu sportif. Alors, une spécificité, mais finalement, est-ce que c'en est une, puisqu'on en a toutes parlé, mais on va mettre l'accent, c'est sûr, sur la formation. C'est le b.a.-ba. Donc, je le disais tout à l'heure, déjà, au sein de l'éducation nationale, ils ont leur dispositif de formation, de sensibilisation par leur porte d'entrée et leur thématique, donc pour sensibiliser tout le personnel éducatif et autres, en fait, au CPS, parce que comme le disait ma collègue Amélie, c'est pas uniquement porter du programme probant ou de l'action, c'est aussi une question de posture. Donc, c'est aussi comme ça que l'éducation nationale s'empare des CPS. Mais après, oui, les préventeurs qui vont auprès du public jeune qui nous concerne aujourd'hui, il faut les former. Et donc ça, avec l'appui de Promotion Santé, donc il va y avoir 2 sessions de formation de formateurs sur l'ensemble de la région en 2026. Donc là, déjà, il y a un travail à mettre en place sur qui vont être les fameux formateurs de chaque département, qui vont être les heureux élus. Et c'est vrai qu'on a plein de questions à se poser, parce qu'on a parlé du milieu scolaire, extrascolaire, périscolaire, la jeunesse et le sport. Donc, il y a déjà tout un travail comme ça, voilà, des réflexions. En tout cas, c'est sûr, on ira sur la formation en 2026. Ensuite,
Nous, alors notre spécificité là, c'est donc pour établir ce plan d'action, c'est qu'on a une approche aussi territorialisée, graduée dans le temps. On ne va pas partir sur tous les territoires d'un coup pour mettre en place toutes nos forces, tous nos programmes et autres. Donc, il va falloir qu'on réfléchisse. Alors, le diagnostic va venir affiner les besoins, mais on s'est quand même donné une orientation un peu commune avec l'éducation nationale et le conseil départemental. On va aller chaque année renforcer du coup le partenariat ou les dynamiques locales sur les territoires. Nous, on va dire 5 territoires CLS, on peut le dire comme ça, qui couvrent entièrement les Deux-Sèvres. Et du coup, c'est vrai qu'il y a des territoires CLS qui sont déjà fortement avancés dans cette dynamique de développement des CPS. Donc, on va déjà consolider là où c'est le plus existant. Sur une première année, pour ceux qui connaissent les Deux-Sèvres, donc autour de Niort et puis du sud du département, on va d'abord mettre toutes nos forces là. Et puis, voilà, comme je dis, pour consolider, acquérir plus d'expérience, qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Et puis, on va pouvoir reproduire et avancer comme ça ensuite pour couvrir le département. En capitalisant, je n'avais pas vu les mots, oui, capitaliser sur l'expérience, voilà, c'est ça, exactement. Donc, on va s'appuyer sur différentes instances territoriales qui existent. On les a citées aussi tout à l'heure, comme les PEDT. Et alors, on a aussi une priorité commune, c'est d'agir le plus tôt possible. Alors, je le disais tout à l'heure, déjà, les 0-3 ans, on les inclut, nous, dans notre démarche, mais en fait, Anne-Laure, tu en as parlé aussi avec Bonjour. Voilà, c'est bien pour les 0-3 ans et moi, même les moins 9 mois, 3 ans, donc pour renforcer l'attachement entre les parents et l'enfant. Mais surtout, là, on va mettre l'accent sur tout ce qu'on appelle le premier degré, et comme on disait, en scolaire, mais aussi en périscolaire, en extrascolaire. Et donc, ça passe en effet notamment par le sport. Voilà, dans les activités extrascolaires, beaucoup de jeunes pratiquent une activité physique, sportive et autres. Donc, et puis c'est déjà quelque chose qui existe chez nous en Deux-Sèvres. Les CPS, tout le milieu sportif s'en empare déjà depuis bien longtemps. On a un acteur comme l'UCEP qui met en place depuis 7-8 ans un programme qui s'appelle Grandir ensemble. Bon, alors il n'est pas probant, d'accord. Donc, il faut qu'on le fasse évaluer. Et puis, en attendant, on cherche des solutions de financement par d'autres acteurs, mais il ne faut pas abandonner ça parce que l'UCEP, qui intervient tout au long de l'année auprès des élèves en primaire, voilà, travaille d'accord avec l'axe activité physique, mais vraiment pour renforcer les CPS des jeunes et pour avoir assisté à certaines séances. Enfin, il y a une grande bienveillance. Les jeunes sont vraiment mis en confiance et ce sont des choses qui fonctionnent pour améliorer le climat scolaire. Enfin, voilà, c'est vraiment un levier qu'il ne faut pas abandonner. Promotion santé, évidemment, et intervient aussi sur cet axe-là. On peut citer la mutualité française avec Bouge tes baskets. Voilà, et on peut améliorer les programmes qui sont centrés sur l'activité physique en incorporant le développement des compétences psychosociales. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ICAPS aussi, donc intervention centrée sur l'activité physique et la lutte contre la sédentarité, qui n'est pas un programme, mais plus une démarche, une méthodologie que voilà, on finance aussi au niveau de l'ARS. Et ICAPS, qui était vraiment justement, comme le dit le titre, centré sur l'activité physique et la lutte contre la sédentarité, intègre aussi, là, depuis l'année dernière, un volet de développement des compétences psychosociales. Donc, il y a aussi ça qui est en place sur les Deux-Sèvres. Et puis on l'a évoqué, donc tout le mouvement jeunesse et sport. Nous, on travaille beaucoup avec le CDOS, le Comité départemental olympique et sportif. Et on a une petite action sympathique qu'on aime bien en Deux-Sèvres. Alors au début, c'est pas du tout CPS, ça s'appelle le label Pur Sport. Donc c'est un label que peuvent obtenir les clubs et associations et qui vise la limitation de consommation d'alcool dans le sport sportif pendant la 3e mi-temps, on va dire. Voilà. L'idée, c'est de proposer plutôt du soft que de l'alcool, donc incroyable. Mais je vous assure qu'il y a même les clubs de rugby qui ont adhéré à ce label.
Et, mais c'est vrai que quand c'est arrivé il y a 2 ans, on nous a un peu regardé en rigolant, en disant bon, ça fonctionnera jamais votre truc. Et du coup, si on intègre des CPS, si on forme les éducateurs sportifs et toute cette sphère-là qui gravite autour des jeunes aux compétences psychosociales pour ensuite donner les moyens à chacun d'assumer sa pratique de non-consommation d'alcool, ben, ça peut fonctionner. Donc, on est sur ce champ-là aussi. On a commencé avec Promotion Santé à mettre en place pour l'instant des sensibilisations aux compétences psychosociales, voilà, auprès des éducateurs sportifs. Et dans notre réflexion de formation de formateurs, on se dit, est-ce que finalement, on ne va pas aussi... Tu parlais du référent harcèlement au GDOS, mais peut-être, voilà, ça peut passer par cette personne-là ou encore une autre personne qui pourrait faire levier. Voilà où on en est. Et puis avec un accent aussi sur les quartiers prioritaires de la ville et tout ce qui est réseau éducatif prioritaire. Voilà. Merci beaucoup Pascaline. Du coup, peut-être Cécile rebondir sur divers points, mais moi j'en ai un sur l'enjeu prioritaire des formations, qui semble un point clé sur tous les départements. Donc peut-être nous en dire plus et autres. Okay. Alors, avant de faire un focus sur ce point, peut-être que je l'aborderai après tout à l'heure, mais je voulais aborder, faire un focus plus particulier sur les instances d'animation territoriale. Amélie l'a évoqué, c'est le cas dans le département Charente. Pascaline a évoqué aussi ce sujet. Cette démarche-là, elle n'est pas déployée aujourd'hui sur tous les départements, mais du coup, ça fait partie des axes sur lesquels on peut travailler. En tout cas, les premiers départements, c'est expérimental. En tout cas, nous, Promotion Santé, ça fait une bonne dizaine d'années maintenant qu'on travaille sur ces démarches territoriales, où du coup, on avait déjà en tête que pour travailler sur le déploiement des CPS, il fallait travailler sur une culture commune des CPS sur un territoire, mobiliser l'ensemble des acteurs d'un territoire pour pouvoir déployer des actions de façon harmonisée, articulée sur un territoire, sur tout le parcours de l'enfant et dans ces différents milieux de vie. Donc, c'est un peu l'objet d'instances. Aujourd'hui, l'idée, c'est de s'appuyer sur des instances qui sont déjà existantes. Donc, Amélie et Pascaline ont évoqué, ça peut être le contrat local de santé, ça peut être aussi le projet éducatif de territoire, qu'on appelle PEDT, ou la cité éducative, ou encore les territoires éducatifs ruraux. Ça va vraiment dépendre du territoire et du coup de la dynamique en place sur le territoire autour de l'instance. Et donc, nous, notre rôle à Promotion Santé, ça va être d'accompagner le corps d'eau de l'instance à déployer une dynamique autour des compétences psychosociales, donc à mettre en place des formations sur le territoire, donc commencer déjà par mobiliser les acteurs, à préparer, animer les réunions partenariales sur le territoire, avec cet objectif de rédiger un plan d'action stratégique territorial sur le déploiement des compétences psychosociales, comme on le disait, avec cette idée d'un parcours de l'enfant sur le territoire. Je pense que j'ai à peu près tout dit sur ce sujet. Oui, très bien, merci beaucoup. On viendra après, du coup, peut-être dans les perspectives sur les formations. Merci. On va terminer ce point par cette clôture, mais qui a été dite, une instruction commune, mais avec des mises en œuvre propres à chaque territoire. Et on l'a vu là par ce beau panel de développement de ces codères. Mais par contre, un point clé qui a été dit et redit, voilà, l'enjeu de la formation. Puisque du coup, maintenant, l'idée, c'est d'instaurer une culture commune autour des CPS, mais comment on déploie, et du coup, ça passe par la formation. Donc, place aux perspectives maintenant, pour terminer tranquillement cette table ronde et passer ensuite aux questions. Donc, peut-être là, du côté des Deux-Sèvres, nous en dire plus sur vos priorités, les enjeux des prochains mois à venir. Du coup, je ne serai pas très longue parce que je l'ai beaucoup abordé en fait
spécificités, en faisant un peu le lien avec les perspectives. Mais, et puis comme vous l'avez dit, Shona, en conclusion, la formation de formateurs. Je pense que, même si ce n'est pas dans l'ordre là sur le diapo, en tout cas, moi, je le dis vraiment, c'est la première étape. Il faut qu'on définisse nos référents formateurs CPS pour l'avenir, en définissant le champ. Est-ce qu'on va s'appuyer, je ne sais pas, pour toucher les collectivités sur le CNFPT? Est-ce qu'on va les mobiliser pour le jeunesse et sport, donc le GDOS? Après, c'est vrai que nous, on a aussi notre référente CPS, parce qu'il y en a une au sein de jeunesse et sport, pour le périscolaire, qui suit là un DU à l'EHESP sur les CPS, donc elle remplira aussi une mission. Voilà, est-ce qu'on s'appuie sur la maison des adolescents pour aller auprès de certaines structures telles que les missions locales, les MFR ou que sais-je encore? Voilà, il y a plein de choses possibles et il faut se poser la question derrière, bon, une fois qu'ils sont formés, eh bien, en fait, comment vont accéder les futurs animateurs? Comment tu les appelles, toi? Tu les appelles les déployeurs de programmes. Voilà, comment ils vont accéder à cette formation? Parce que nous, on va avoir peut-être 2 formateurs référencés en Deux-Sèvres, par exemple. Mais voilà, après, il faut penser au financement, à tout ce qui est accessible. Donc, il faut vraiment qu'on réfléchisse à ça et qu'on passe vite à l'action, parce que la première session de formation de promotion santé, c'est quand même en janvier. En tout cas, voilà, ça, c'est la priorité. Évidemment, on l'a dit, alors nous, on fait partie du panel où le diagnostic n'est pas finalisé, donc il faut déjà qu'on le finalise, même si je vous ai déjà décrit un petit peu un plan d'action départemental. Il va falloir quand même qu'on s'appuie sur les résultats du diagnostic pour affiner ça. Je vous disais, on est sur le premier degré, prioritairement. Ça ne veut pas dire qu'on abandonne le reste. Beaucoup de extra et périscolaires. QPV, REP, et puis après tous les territoires qui présentent une population vulnérable. Donc, il faut affiner tout ça avec le diagnostic, et puis on verra s'il y a vraiment après des besoins beaucoup plus locaux. Voilà, et puis, c'est exactement ce que je dis, aller en dehors des établissements scolaires, donc une réflexion avec la PJJ, avec l'ASE, avec les MFR. Voilà. C'est juste une conclusion, ce qui a pu être dit précédemment. Merci beaucoup. On va passer à la Charente et voir un peu les perspectives chez vous, Amélie. Du coup, ça ira très vite. Il faut aussi que vous sachiez qu'on travaille beaucoup ensemble entre DD. Donc, sur les pistes d'action, on partage vraiment nos idées, et du coup, oui, sur les perspectives en Charente, donc pour la formation, donc moi j'ai parlé de mes 4 grands publics. Donc pour le coup, on a identifié, nous, ça y est, pour chacun des publics, un formateur qui va pouvoir se former en janvier à la formation CPS et pouvoir après décliner des sessions de formation, puisque vraiment l'idée c'est derrière d'animer des sessions de formation. Donc une psychologue de la maison des adolescents pour le public en insertion. CNFPT, ça a été aussi évoqué, donc le Centre national de la fonction publique territoriale. Mais elle nous les dira tous. Mais ce qui est important de savoir, c'est qu'en fait, les collectivités, elles adhèrent au CNFPT, du coup, elles cotisent pour que leurs agents puissent aller après derrière se former. Et c'est vrai que tous les agents des périscolaires, de l'extrascolaire qui interviennent auprès des jeunes dans ce milieu-là, si on ne facilite pas l'accès à la formation, ça va être compliqué de pouvoir les mobiliser là-dessus. Donc voilà, il y a aussi, quand on parlait d'un travail multipartenarial, on est vraiment là. Et c'est vrai que je rejoins, c'est vraiment riche en fait, la mise en œuvre de cette instruction. Et puis un autre objectif, une autre perspective pour nous, c'est de couvrir à 100% le territoire charentais avec des instances d'animation territoriale. On en a vraiment là, on en a encore une qui a émergé très récemment. Donc voilà, on a des appuis sur le territoire, donc on y va pour une couverture à 100%. Donc on l'a dit aussi, génération CPS 2037, ça paraît loin, mais quand on voit déjà en 3 ans tout ce qu'il a fallu, voilà, comment on s'est retrousser les manches pour pouvoir déjà en arriver là aujourd'hui, on sait qu'il ne faut pas perdre de temps. On a aussi parlé des financements. Donc ça, c'est aussi le financement des formations. Donc là, il faut aussi travailler avec les autres institutions, les autres administrations, et c'est pour ça que de les emmener avec nous dans cette aventure,
c'est aussi facilitant. Donc voilà, donc de belles perspectives pour cette instruction à venir. Merci beaucoup. Pour terminer, Oui, pour continuer les illustrations, pour que ça puisse nourrir vos réflexions, nous, du côté de la Haute-Vienne, on va se réunir à nouveau là, avec le Coter en janvier 2026. On s'était réunis la première fois en juin. Donc pareil, on verra les résultats du diagnostic qui a été distribué. Juste pour avoir une idée, vous-même, est-ce que ce diagnostic, ça vous parle? Est-ce que votre structure, vous-même, vous avez rempli un questionnaire pour vous demander... vous en étiez sur les compétences psychosociales. Ça parle à quelqu'un ou pas? Non, personne n'a rempli. Deux personnes, deux structures. Pour vous faire connaître tous les autres, quand on vous envoie le questionnaire. Voilà, c'est ça. Non, ça peut être intéressant. OK, donc c'était pour avoir un peu la température. Donc, on va en effet se baser sur les résultats, notamment sur les besoins des partenaires sur ce sujet. Et puis également, on va construire donc, ce fameux plan d'action en se demandant comment on s'y prendra. Donc, ça va être aussi sur la formation, c'est ce qui sort déjà. Parce qu'il faut quand même aussi dire que chaque secteur, la PJJ, l'éducation nationale, etc., doivent bâtir leur propre plan de formation sur cette thématique. Donc, ça va normalement aussi nous amener des ressources supplémentaires. Et puis, peut-être aussi parler de sensibilisation. C'est-à-dire que là, encore une fois, on le voit quand on travaille, vous êtes sur les addictions, mais on travaille aussi sur la lutte contre le suicide. On a beaucoup travaillé avec le fait d'organiser des journées de sensibilisation parce que, en fait, en tant qu'opérateur, partenaire dans ces pratiques, on se dit du jour au lendemain, est-ce que je me forme au CPS? Ça peut être un grand pas à franchir et ça peut être intéressant peut-être avant que les structures organisent des journées de sensibilisation ou que sur les territoires, on ait des temps de sensibilisation un peu comme ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, en fait, pour dire mais de quoi on parle? Est-ce que ça peut nourrir votre projet de structure, vous qui travaillez auprès des jeunes, j'imagine principalement, peut-être pas que, mais si vous êtes intéressé par le développement des compétences psychosociales, on essaie vraiment de travailler avec les jeunes, il y a plus d'impact. Du coup, si ça vous tente d'aller dans cette direction, comment on fait? Est-ce qu'on y va en équipe, collectivement? Donc peut-être que vous auriez envie d'organiser une journée de sensibilisation. Donc à vous, pareil, de savoir identifier à qui vous pourrez demander ça. Vous pourrez demander à Promotion Santé, c'est ceux qui sont... La promotion. Je vous donne du travail en plus, Cécile, tu n'en as pas besoin mais non, mais en fait, c'est vraiment l'opérateur pour l'instant qui est en capacité de délivrer cette expertise. Donc ça, c'est important de les identifier, mais on espère, grâce à ces sessions de formation de formateurs, qu'on aura de plus en plus de monde en capacité de venir parler des actions de compétences psychosociales. Et pareil, peut-être encore dans les infos à vous donner, je ne sais pas si ça a été dit en introduction ou si ça le sera après, mais en fait, la Coréade, via Margot, qui s'occupe du DISPAD, qui est là pour vous outiller aussi, pour vous aider à construire des projets. Vous avez, je crois, une ligne budgétaire avec le FLCA, le Fonds de lutte contre les addictions. Cette ligne budgétaire, elle est faite pour porter des actions, des projets de développement des compétences psychosociales. 60%. Et 60, voilà, bon, sans rentrer trop dans les détails, mais en fait, dans cette volonté nationale, dans cette commande d'aller dans cette direction, donner les armes, les outils aux jeunes pour faire face à leurs épreuves, pour faire face aux conduites à risque, pour mieux résister à la pression des pairs, vous avez la possibilité de déposer des projets dans le cadre du FLCA. Mais ça se construit, ça s'anticipe, ça prend du temps, en fait, et il faut se le donner, ce temps. C'est normal. Bon, je suis un peu passée à côté de ce qu'on avait dit pour la slide, mais en gros, on va répéter toujours la même chose. L'enjeu fort, c'est cette formation. Très bien. Et peut-être la journée d'échange de pratiques, en dire un mot? Oui, pardon, oui. Oui, c'est ça. C'est-à-dire dans cette même logique de formation, alors une fois qu'on est sensibilisé, que peut-être on a envie de se former, que du coup on rentre dans la grande boucle des compétences psychosociales, comme on parlait tout à l'heure d'une action de compétences psychosociales, c'est une action spécifique, quand on la déploie, c'est vraiment intéressant de faire de l'échange de pratiques. Il faut vraiment travailler sa posture, avoir ce travail réflexif. Pareil, dans les addictions, normalement, vous travaillez déjà un peu comme ça, vous faites des débriefings, toujours se réajuster. Mais là, c'est essentiel. C'est-à-dire que le groupe des 28 qu'on a réunis
en septembre, là, tous nos déployeurs de programmes. On les réunit à nouveau en février pour voir comment ils se sont appropriés ces nouvelles mises à jour des connaissances, qu'est-ce que ça suscite comme nouvelle réflexion, parce qu'on s'est rendu compte que c'est vraiment comme ça qu'on avance en fait et qu'on se réajuste et qu'on est plus droit dans ses bottes par rapport à cette expertise dont ils vont être eux-mêmes les ambassadeurs en fait. Donc c'est très important, c'est pas facile à organiser, mais on le fait. En février, c'est la prochaine rencontre. Voilà. Super, c'est, je pense, ce type d'initiative aussi à valoriser parce que c'est vraiment une réelle plus-value. Je ne sais pas si ce sera possible chaque année ou pas sur les territoires, sur le vôtre, mais en tout cas, c'est quand même ce genre de journée, c'est du concret, c'est de la pratique, ça amène aussi à échanger sur les difficultés rencontrées et les réussites, donc en partenaire. Oui, et puis aussi pas sentir isolé. Parce qu'on sait, comme c'est exigeant, c'est difficile, en fait, c'est toujours riche de voir comment les autres s'en sortent et puis faire de l'échange de bons procédés aussi. Ce qui fonctionne à un endroit, ça peut être récupéré d'une autre manière. Donc, c'est vraiment dans cette logique-là de s'entraider, en fait. Totalement. Merci beaucoup. Cécile, si vous vouliez apporter côté perspective. Oui, du coup, je vais apporter, je vais effectivement venir faire un focus sur ces formations de formateurs. Du coup, je rebondis sur ce que dit Anne-Laure, parce qu'effectivement, il ne suffit pas de former, il faut pouvoir aussi accompagner sur le long terme les acteurs qui vont déployer les compétences psychosociales, puisque du coup, les compétences psychosociales, ça s'incarne dans la posture professionnelle, et ça, il ne suffit pas d'une formation de 2 jours, de 3 jours pour le mettre en pratique. Il faut un accompagnement sur du long terme à travers de l'analyse des pratiques, de l'échange de pratiques, etc. Et pour ça, effectivement, il faut qu'on déploie une armée de formateurs sur les CPS pour non seulement mettre en place des actions de formation, mais aussi pour accompagner les professionnels sur le terrain à déployer des postures favorables au développement des compétences psychosociales. Donc, cette formation de formateurs, elle est financée par l'ARS, animée par Promotion Santé, donc avec bien sûr le cadre de la formation, les référentiels de Santé publique France et aussi un travail, un cahier des charges qui a été rédigé par notre réseau national des promotions santé. Cette formation de formateur, elle se déroule sur 8 jours avec de l'accompagnement sur le long terme. Elle va démarrer en 2025, donc comme vous le disiez tout à l'heure, une première session de formation en fin janvier 2026, pas 25, 2026, je me souviens pas bien. Et puis une deuxième session qui partira plutôt à la fin du semestre 2026. Du coup, les participants à cette formation sont identifiés par l'écoterre. L'idée, c'est effectivement qu'ils soient au service du déploiement de la stratégie départementale et que du coup, on puisse vérifier aussi un certain nombre de prérequis pour participer à cette formation. Alors bien sûr, l'idée, c'est d'avoir des connaissances de base sur les compétences psychosociales. C'est aussi d'avoir une expérience dans l'animation de formation et puis, bien sûr, très important, de s'engager à mettre en place au moins une formation par an, en fait, suite à ces formations de formateurs, qui sont suivies ensuite de temps d'échange de pratiques. Voilà, l'enjeu, c'est aussi, pour servir à la stratégie, effectivement, d'avoir des représentants de formateurs dans les différentes institutions qui sont signataires de l'instruction pour justement déployer massivement la formation dans les différents secteurs qui touchent l'enfance-jeunesse.